Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 15 juin 2018. L'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors, je poursuis cette promenade littéraire des auteurs oubliés, dédaignés, méconnus. Je dois, je dois vous confier tout de suite en partant que cette expérience est plutôt intéressante, même si je constate que cette série de vidéos-là ne fait pas le buzz, c'est le moins qu'on peut se dire. Je peux concevoir que de parler d'auteurs dont on n'a jamais entendu parler, ni d'Ève, ni d'Adam, peut être assez ennuyeux. Pour ma part, j'apprends beaucoup de choses. Je ne sais trop ce que je vais faire de ces réflexions-là, mais il y a une chose qui est certaine. C'est que comment écrire, comment continuer d'écrire, cette question-là qui me taraude depuis que j'ai commencé cette série, comment continuer d'écrire en sachant que notre travail, d'ici quelques années, quelques décennies à peine, va sombrer parfaitement dans l'oubli, même s'il a un énorme succès. Alors, comment écrire en sachant que tout ce qu'on accomplit au mieux finira au purgatoire et peut-être qu'un jour, un libraire un peu zinzin va les sortir du purgatoire, va leur permettre, va les ressortir, les remettre à l'air libre pendant quelques minutes et ils vont retourner. C'est un peu quand Sartre disait l'enfer, c'est les autres. C'est que l'enfer, c'est quand autrui dispose de notre image, qu'on ne puisse plus rien y changer, on est figé pour l'éternité, et chacun peut en faire ce qu'il veut. Notre société qui est particulièrement morbide, qui est particulièrement mortifère, au fond ne jouit que dans la mort. C'est une société, c'est une culture de mort, disait l'autre. Alors, on est bien content quand, on est bien content de pouvoir disposer à notre guise de l'image des autres. Alors c'est ça l'enfer, selon Sartre, c'est de ne plus pouvoir être capable d'intervenir parce que nous n'existons plus sur notre propre vie. Alors voilà, aujourd'hui, je pourrais revenir là-dessus, je vais revenir là-dessus sur comment écrire à partir du purgatoire, comment écrire du purgatoire, en dehors du purgatoire, à l'intérieur du purgatoire. C'est quoi le rapport de l'écrivain avec son propre purgatoire? Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre, ceci, Le Mouron Rouge. Le mouron rouge, c'est une fleur. Et c'est une fleur écarlate. Je vais vous donner le nom anglais. J'aurais pu retenir le nom latin, mais bon, je trouvais ça après prononciation. C'est le Scarlet Pimpernel. The Scarlet Pimpernel. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi le Moulin Rouge. Alors, d'abord un mot sur Emma Orgy, la baronne Emma Orgy. Elle est née en 1885 en Hongrie et elle est morte en 1947 en Angleterre. Elle est peintre également. On peut admirer ses œuvres à la Royal Academy de Londres. Elle est la fille d'un baron, ou l'inverse, enfin. Ses parents, baron et comtesse. Son père était musicien et sa famille, donc Emma Orchi, fréquentait Liszt, Gounod et Wagner. Mais les parents, craignant une révolte des paysans, s'enfuient de Hongrie. Ce détail-là m'apparaît très important parce que le personnage principal, qui était son pseudonyme, en fait, le Mouron Rouge, le personnage principal euh, de son vrai nom, Sir Percy, eh bien, je vais y venir. Là, je brûle un petit peu les étapes. Mais donc, elle a écrit. Alors, c'est quoi l'histoire du Mouron Rouge?
Eh bien, c'est un aristocrate, c'est l'histoire d'un aristocrate anglais qui sauve d'une mort certaine, de la guillotine en fait, les aristocrates français persécutés pendant la Révolution. Le personnage de Sir Percy se présente comme un être sans histoire, insignifiant, mais qui est membre d'une société secrète, voué à la protection et à la survie de ces aristocrates français fuyant la Révolution. Alors, vous voyez tout de suite le lien. Ses parents craignaient la Révolution paysanne et elle, une fois établie en Angleterre, la baronne, Orchy, euh, poursuit d'une certaine manière, de manière allégorique cette fois, euh, la démarche de ses parents. Ce premier roman n'a pas connu beaucoup de succès, mais elle en a écrit 9 autres qui, eux, vont connaître beaucoup de succès. On dit que en fait aussi, ça s'inscrit dans cette catégorie de romans qu'on appelle Cap et d'épée. Hein. Et Johnson Macaulay s'est servi de ce personnage-là, du Mouron Rouge, s'est servi de cette inspiration-là du personnage du Mouron Rouge pour créer le célèbre Zorro. On dit également que le Mouron Rouge appartient à cette grande lignée de justiciers qu'est Robin des Bois. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Eh bien, pas grand-chose d'autre. Alors, c'est le numéro 61 de la collection Nelson. On va examiner l'objet physique maintenant. On le voit avec sa jaquette. Et ici, au dos, il y a le numéro 61. Ce ne sont pas tous les Nelson qui sont ainsi identifiés par le numéro. La première édition du Mouron Rouge, ouais, date de 1905. Celui-ci, si on peut y lire que la Société française d'édition Nelson, on y voit que le siège social est à Parkside Works à Édimbourg. Il y en a un autre à Londres, il y en a un autre à Melbourne, il y en a un autre à Cape Town, il y en a un autre au Canada, sur Wellington Street, et il y en a un autre à New York, sur la 47e avenue. Il a été imprimé. On va voir s'il y a une date d'impression. Non. Est-ce qu'il y a des notes? Est-ce qu'il a appartenu à un exemplaire, à quelqu'un? Bref, il a été imprimé en 1954. Et voilà. Alors, ce que je vais vous lire la première page. La barrière de Neuilly. Une foule grouillante, bruissante et houleuse d'êtres qui n'ont d'humain que le nom, car à les voir et à les entendre, ils ne paraissent que des créatures féroces, animées par de grossières passions et par des appétits de vengeance et de haine. L'heure, quelques minutes avant le coucher du soleil, et le lieu, la barrière de Neuilly, non loin de l'endroit où plus tard un tyran orgueilleux éleva un monument immortel à la gloire de la nation et à sa propre vanité. Pendant presque tout le jour, la guillotine avait été occupée à sa tâche hideuse. Tout ce dont la France avait été fière dans les siècles passés, en fait de noms anciens et de races nobles, avait payé tribut à la liberté et à la fraternité. Le massacre n'avait cessé qu'à cette heure tardive de la journée, car il y avait maintenant pour le peuple d'autres spectacles plus intéressants à voir, un peu avant la fermeture définitive des portes. La foule quitta en hâte la place de Grève et se dirigea vers les différentes barrières afin d'assister à ce spectacle captivant. On pouvait le voir tous les jours, car ces aristos étaient si bêtes. Il était naturellement traître au peuple, tous, hommes, enfants, femmes et enfants, descendants des grands hommes qui, depuis les croisades, avaient fait la gloire de la France et constitué sa vieille noblesse. Les ancêtres avaient opprimé le peuple et l'avaient écrasé sous les talons rouges de leurs élégants souliers à boucles, et aujourd'hui le peuple était devenu le souverain de la France et écrasait ses anciens maîtres, non pas sous ses talons, car à cette époque, la plupart des gens du peuple allaient pieds nus, mais sous un poids plus effectif,
le couteau de la guillotine. Et chaque jour, chaque heure, l'affreux instrument de torture réclamait ses nombreuses victimes, hommes âgés, jeunes femmes, petits-enfants, jusqu'au jour où il devait exiger, après la tête d'un roi, celle d'une reine jeune et belle. Mais cela allait de soi. Le peuple ne gouvernait-il pas la France? Tout aristocrate était un traître. Tous ses ancêtres l'avaient été avant lui. Pendant 200 ans, le peuple avait sué, avait peiné, était mort de faim pour entretenir une cour débauchée dans une extravagante prodigalité. Et maintenant, les descendants de ceux qui avaient aidé à rendre cette cour si brillante avaient se caché pour échapper à la mort, à s'enfuir s'ils voulaient éviter la vengeance tardive du peuple. Oui, ils cherchaient à se cacher, ils cherchaient à s'enfuir, de là le plaisir. Chaque après-midi, avant la fermeture des portes, lorsque les voitures des maraîchers s'en allaient en procession par les diverses barrières, il y avait quelques fous d'aristos qui tentaient de s'échapper des griffes du tribunal révolutionnaire. Sous différents déguisements, sous divers prétextes, ils essayaient de se glisser à travers les portes si bien gardées par les soldats citoyens de la République. Hommes en femmes, femmes en hommes, enfants en haillons, il y en avait de toutes sortes, ci-devant, comtes, marquis et même ducs qui voulaient s'enfuir de France, atteindre l'Angleterre ou quelque autre pays maudit, et là chercher à exciter l'étranger contre la glorieuse Révolution ou à lever une armée pour délivrer les malheureux prisonniers du Temple qui naguère s'appelait la famille royale de France. Mais ils étaient presque toujours pincés aux barrières. Le sergent Bibaud, surtout, à la barrière de Neuilly, avait un flair extraordinaire pour reconnaître un aristo sous le plus parfait déguisement. C'est alors que le jeu commençait. Bibaud regardait sa proie comme un chat regarde une souris. Il jouait avec elle pendant un bon quart d'heure quelquefois, faisant semblant d'être trompé par l'apparence, par la perruque et les autres arrangements d'acteurs qui cachaient l'identité d'un noble comte ou d'une marquise. Oh, ce Bibaud, quel rude farceur! Et l'on ne perdait point son temps en flânant autour de cette barrière de Neuilly pour le voir attraper un aristo au moment où celui-ci cherchait à fuir la vengeance du peuple. Eh bien, ça a bien l'air intéressant, sauf que ce que vous avez noté, c'est que tout en blâmant les maîtres nouveaux de la Révolution, elle dit que cette cour-là, elle est corrompue, elle est dépravée, elle ne fait pas le lien entre le courroux du peuple et la débauche de ceux qui l'ont incidemment, involontairement provoqué. Alors, ça me faisait penser à cette aristocratie financière qui est en train de se mettre en place. Hein? Eh bien, cette aristocratie financière ne craint plus la révolution. Il semble établi qu'il n'y aura jamais de révolution. Mais elle craint quelque chose d'autre. Elle craint l'apocalypse. Alors, si vous analysez le comportement de Guy Laliberté, qui s'est installé, qui est en train de s'installer sur une île, dans un des atolls polynésiens, ou de Peter Thiel, qui est en train de créer, lui aussi, dans un atoll polynésien français, des îles où la démocratie n'existera plus. Tous ces gens-là, ces ultra riches, et puis je vais faire une parenthèse, je vais finir là-dessus. Imaginez quelques secondes que vous êtes milliardaire et que vous avez votre jet privé et que vous faites en une année plusieurs fois le tour de la planète et que vous êtes en mesure de survoler donc cette planète-là et d'y voir cette île de plastique dont on dit qu'elle est 4 fois la France, qui flotte dans l'océan. Vous êtes en mesure de voir les bidonvilles au Brésil ou en Égypte. Vous êtes en mesure de voir la fonte glaciaire en Antarctique. Vous êtes en mesure de voir la dégradation de la planète. Que vous la voyez, vous, là, à travers le hublot de votre jet privé, et que vous voyez et que vous constatez
que rien, mais absolument rien, ne sera fait pour entraver cette funeste marche qui ne nous conduira pas, non pas aux portes de nouvelles guillotines ou de nouveaux camps de concentration, ça c'est plutôt mon hypothèse, eh bien, et que rien n'arrêtera cette funeste dégradation. Alors qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous devez, à tout prix, vous échapper de cela. Alors vous n'attendez plus rien, vous avez tout obtenu, vous avez la gloire, la richesse, les honneurs. Vous n'avez pas l'immortalité cependant, mais des scientifiques qui travaillent. Peut-être pour vous, il est déjà trop tard, mais peut-être pour vos descendants pourront vivre grâce à la transhumanité, pourront vivre 200, 250 ans en remplaçant les diverses pièces de votre corps. Eh bien, plutôt que de préparer le changement auquel vous ne croyez plus de toute façon, eh bien, vous préparez votre sortie. Et que c'est la dernière étape de votre évolution, c'est de vous sortir vivant de ce à quoi vous avez contribué à créer. Et même à la limite, vous pouvez le faire pour vos enfants en vous disant que une fois que la catastrophe aura finale, que le dernier acte aura été joué, eh bien, à partir de ces ruines-là, à l'instar de ces moines irlandais qui ont préservé l'héritage chrétien au Moyen Âge, eh bien, l'humanité nouvelle repartira sur de nouvelles bases, beaucoup moins nombreuses, et ayant à sa disposition tout le trésor de l'humanité accumulé et la technologie qui va avec. Alors, ces aristocrates-là craignaient la révolution. Les nouveaux aristocrates d'aujourd'hui anticipent l'apocalypse. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez surtout nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, endroit que nous avons créé, Fabienne Rock et moi. Et vous pouvez également venir voir les œuvres de Fabienne Rock, et vous pouvez également nous téléphoner dans le 514-736-0999. Merci, et demain je poursuis avec Henri Gréville d'Auzias. Et c'est un ouvrage couronné par l'Académie française. Alors à demain pour Henri Gréville. Merci, bonne journée.